Bonjour à tous. Nous voici pour la webconférence sur la résilience, celle qui était prévue le 19 avril et qui s'est retrouvée reprogrammée le 3 mai aujourd'hui. Donc, on est déjà 86, 87 personnes connectées, hein, et on est beaucoup plus inscrits, mais je pense que les gens vont pas tarder à arriver. Je vais laisser... Je pense vous les connaissez déjà, je pense, nos deux intervenants, mais je vais laisser se présenter. Donc, moi, je suis Laurent, hein, Laurent Gillot, le président de l'association AF3M. Puis, je vais laisser Cathy et Karen se présenter. Je t'en prie, Cathy. Alors, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Donc, je m'appelle Cathy, j'ai 68 ans et mon myélome a démarré en 2016. Donc, le thème de la résilience me parle énormément parce que compte tenu du fait que le myélome n'est pas le premier gros pépin de ma vie, on va dire que pour moi, la résilience, c'est quand même une vieille compagne. Ce qui a changé avec le myélome, c'est qu'il a fallu que de vieilles compagnes, elles changent de statut et qu'elles deviennent mon ombre, puisque d'emblée, il a fallu renoncer à tout ce qui faisait ma vie, le ski nautique, la voile, etc. Et par ailleurs, depuis bientôt 2 ans, je vis dans mon lit et ne me déplace qu'en ambulance. D'où la nécessité de développer en permanence ce chemin vers la résilience. Alors, bonsoir à tous. Très heureuse de vous accompagner encore sur ce coup-là. Je pense que pour certains, on se connaît déjà. Donc, moi, je m'appelle Karen Krauter. Je suis oncopsychologue depuis 25 ans et j'ai bossé 20 ans à l'hôpital en onco et en hémato. Donc, j'ai accompagné de très, très nombreux patients et de proches durant ma carrière qui commence à être longue. Donc, c'est Cathy qui m'a proposé ce thème de la résilience. Et pour ceux qui me connaissent, vous imaginez bien que j'ai sauté sur l'occasion. C'est un concept qui me parle. Alors, à titre personnel, comme un certain nombre d'entre vous, je pense que ça me parle. Mais évidemment, en tant que professionnel, je pense qu'une de mes missions, c'est justement de vous accompagner sur ce chemin de la résilience, un chemin qu'on va faire ensemble ce soir, à travers une expérience individuelle. C'est vraiment l'angle qu'on a choisi. C'est que Cathy, justement, témoigne de ce chemin, puisqu'il est quand même différent pour chacun d'entre nous. Et que moi, je sois là pour vous apporter un éclairage, peut-être sur des éléments théoriques, sur mon expérience clinique d'accompagnement. Voilà, mais vraiment partir de l'expérience et donc partir de vous, de ce vécu, pour parcourir ensemble un chemin de résilience ce soir et vous permettre peut-être de comprendre des choses, de mieux les identifier, ces ressources chez vous et de vous apporter des outils ou des réponses utiles. Écoute, Cathy, je te laisse commencer. Excuse-moi, je débute dans la gestion de la technique, donc il faut être sympathique avec moi. J'ai oublié de vous dire que comme dans les webconférences habituelles de la F3M, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions. Vous pouvez chatcher entre vous dans l'onglet chat, et puis moi je tâcherai de prendre en compte toutes les questions qui sont dans le volet questions. Certaines je pourrais répondre par écrit si je peux, et puis sinon je les relayerai à Karen et à Cathy pour qu'elles réagissent à vos questions. Voilà, merci à tous. Alors pardon Cathy, je t'ai donné la main, mais en fait je suis en train de me dire que peut-être on pourrait quand même commencer à se poser la question de qu'est-ce que la résilience, avant de partir sur ce chemin. Peut-être poser des jalons, des repères, même si on en entend beaucoup parler, en fait, on entend un peu de tout sur la résilience, on l'utilise un peu à toutes les sauces. Peut-être avant que Cathy, tu témoignes de cette expérience et de ce que tu as pu mettre en place, vous rappelez peut-être quelques éléments sur qu'est-ce que la résilience. Alors, d'abord, ça vient d'une notion de physique, c'est très scientifique.
c'est la résistance au choc des matériaux. Hein, donc c'est vraiment, d'ailleurs Boris Cyrulnik qui a un peu à l'origine, même s'il n'a pas été le premier à évoquer ces dimensions de la résilience, c'est lui qui l'a beaucoup approfondi, développé. Il est parti de cette notion de physique, c'est-à-dire de résistance au choc des matériaux et principalement du métal. Alors au niveau psychologique, la résilience c'est quoi? Alors il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs dimensions dans la résilience. Je vous apporte les principales. Alors d'abord, c'est la capacité à dépasser un traumatisme. C'est-à-dire que la résilience a d'abord été une notion approfondie dans le cadre du syndrome post-traumatique et de comment on arrivait à se reconstruire après un traumatisme. Donc là, on était sur des notions assez précises avec l'existence d'un traumatisme. Mais ensuite, ça s'est élargi à la capacité à résister psychiquement aux chocs et aux épreuves de la vie, de l'existence en général. Hein. On est d'ailleurs à la fois pour nous sur le vécu du traumatisme, de l'annonce d'une maladie, les traumatismes des pertes, des effets secondaires. C'est-à-dire, je pense qu'on peut quand même parler de vécu à un certain niveau de traumatisme dans le parcours de la maladie. Mais effectivement, on élargit la notion de résilience sur une capacité plus globale à résister aux épreuves. Dans la notion de résilience, on a aussi la capacité à se projeter. Ça aussi, c'est important, et notamment quand on parle du myélome, cette dimension d'être capable de se projeter, pas forcément très loin, mais de se projeter quelque part, ça fait partie des éléments de la résilience. Et puis, on va dire de manière un peu pratico-pratique, là, c'est sur un versant fonctionnel, on va dire c'est l'aptitude à vivre de façon satisfaisante en dépit des événements. C'est-à-dire, je suis résilient quand je réussis à trouver ma vie suffisamment satisfaisante en dépit des difficultés. Voilà pour les notions. Alors, je voulais, moi, vous donner ce qui me parle le plus dans cette notion de résilience, et c'est plutôt Michel Mancio, qui est professeur en santé publique à Nancy, qui a approfondi ce concept, qui est travaillé par de multiples professionnels dans des tas de dimensions différentes aujourd'hui. Et lui, il dit que la résilience, c'est une dynamique existentielle. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment quelque chose de global. D'ailleurs, dans le témoignage de Cathy, on s'en rendra compte que c'est une dimension, c'est une dynamique globale et existentielle. À la fois, il y a la notion de résistance à la destruction, à la perte de cette intégrité, mais il y a aussi la notion de construction d'une existence qui vaille la peine d'être vécue. Donc, il y a à la fois une résistance et une construction. Voilà, donc on va aller sur ce chemin de la résilience et Cathy va nous expliquer un petit peu. On va traverser en fait différentes strates, d'abord à travers des sensations, puis à travers des émotions, puis à travers les pensées, comment on avance sur ce chemin de la résilience. Je te laisse la parole, Cathy. Donc, quand nous avons réfléchi à la manière de mettre tout ça en ordre, on a choisi de privilégier une approche au travers de choses qui vont permettre au maximum de gens de s'identifier ou de nous suivre. Donc la résilience, elle devient, enfin dans mon cas, elle est devenue nécessaire à un moment où c'était soit tu vas la chercher, elle est très très loin, très très profond, tu la fais remonter, soit tu te noies. C'était aussi clair que ça. Donc, il fallait partir de ce qu'il y a de plus banal dans la vie. Ce qu'il y a de plus banal dans la vie, ce sont les perceptions. Quel que soit notre état, nous avons des perceptions. Les perceptions, c'est tout ce qui nous est transmis par nos 5 organes des sens. Et ce sont ces perceptions qui vont déclencher des sensations. Ces sensations sont très diverses. Elles vont du plaisir au dégoût, mais elles ont sur nous un pouvoir réel. Le rapport avec la résilience, c'est que il faut rechercher et prendre le temps de s'arrêter face aux sensations qui déclenchent et qui procurent du plaisir. Ça peut être des choses très simples et élémentaires. Le soleil sur le visage quand c'est le soleil qui n'est pas encore trop chaud, des bruits d'eau, une caresse, le ronronnement d'un chat, peu importe. Ces sensations peuvent, elles ne fonctionnent pas indépendamment les unes des autres, elles peuvent se compléter et s'enrichir les unes les autres.
Et là, on retombe sur ce que Baudelaire a développé et a appelé la théorie des correspondances, dans un poème qui s'appelle Correspondance et où il a écrit « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Donc, je vais prendre un exemple. Vous cuisinez. À un moment donné, ce qui mijote dans la marmite va dégager une belle odeur qui va vous chatouiller les narines. Ça va vous faire saliver. Et là, on passe de l'odorat au goût, voire visualiser les assiettes à venir pour vous ou pour vos convives ou peu importe. Et on a la vue. Donc, à partir de la simple préparation d'un repas, on peut avoir 3 sensations agréables qui vont s'entrelacer. Baudelaire le théorise d'une manière beaucoup plus poétique que moi avec ma marmite, en écrivant « Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. » Donc, il est des parfums odorats, doux comme des chairs d'enfants touchées, frais comme des chairs d'enfants touchées, doux comme les hautbois, l'ouïe, verts comme les prairies, la vue. Je vous passe les vers suivants, ce sont des perceptions beaucoup plus négatives. On va rester dans les positives. C'est Baudelaire en même temps. Hein? Ah ben oui, non, mais bon, là oui. C'est la résilience. Il n'était pas que résilient, Baudelaire. Non, lui, il n'était pas résilient du tout. Donc, ces sensations positives, quand on démarre ce chemin, il faut prendre le temps de s'arrêter de les savourer. On peut même les emmagasiner et les stocker dans la mémoire, comme vous mettriez des herbes fraîches au congélateur pour les ressortir et les sussauter quand ça va moins bien, les jours de tristesse. Donc, le premier point important, c'est capturer. Déjà, prenez conscience de vos sensations et capturez-les. Alors, Cathy, justement, pour commencer ce chemin vers la résilience, tu pars un peu de l'origine de notre vécu, de notre rapport au monde. C'est-à-dire ce que nos sens nous révèlent, nous apportent. Cette façon dont on est en relation, en contact avec l'environnement. Effectivement, souvent, on a un peu perdu en fait ce contact-là. Hein, on réfléchit beaucoup et on s'est un petit peu éloigné justement de ces perceptions-là qu'on reçoit constamment, hein, mais que finalement, elles glissent un petit peu sur nous sans qu'on en ait conscience. Absolument. Avancer sur ce chemin de la résilience, c'est commencer tout bêtement, basiquement, c'est pas forcément faire preuve de capacité hors norme, de capacité spirituelle, philosophique. Non, c'est pour vous montrer que le chemin de la résilience, ça commence par se remettre en contact avec les sensations, et notamment les sensations positives, parce qu'évidemment, on peut aussi avoir de la douleur, on peut bien sûr, on peut ressentir de la brûlure, etc. Dans la maladie, bien sûr, qu'on a des sensations négatives. Mais elles finissent par prendre toute la place. Donc, la première démarche, et elle est accessible à chacun d'entre nous, c'est ce qu'a fait Cathy, c'est de se dire, voilà, je vais mettre mes sensations au service de la résilience et je vais cultiver le plaisir, je vais cultiver les sensations positives, je vais y être attentif, je vais en avoir conscience, je vais m'en rendre compte que c'est doux, que c'est agréable. Par exemple, caresser votre animal de compagnie. Quand on dit « je caresse le chien » ou « je caresse le chat », on pourrait penser qu'on caresse le chat pour lui faire plaisir. Mais en fait, c'est très égoïste de caresser le chat, il faut le savoir. C'est-à-dire que, bien sûr, on souhaite faire plaisir au chat, mais on se caresse aussi sur le chat. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous caressez le chat, il y a aussi la sensation d'être caressé par le chat. Et en fait, toute cette démarche, c'est d'être beaucoup plus attentif à vos sens, d'être beaucoup plus branché sur ce que vous voyez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous sentez, c'est-à-dire être plus en conscience avec les sensations positives. Et ça, c'est une étape vers la résilience.
Juste Karen, juste une remarque de Viviane, parce qu'il n'y a pas vraiment de questions, c'est plus des remarques qui se font au fur et à mesure. Et la remarque de Viviane qui disait les perceptions les perceptions nous amènent à revenir à l'essentiel de notre animalité par rapport à ce Bien que tu sûr, disais. Ouais. on est sur quelque chose de très primaire, en fait, hein, et qu'on a tendance un peu à oublier, on s'en éloigne, et retrouver du bien-être, retrouver en tout cas du sens à cette existence et pouvoir se sentir mieux de manière générale, ça passe d'abord par cette capacité à percevoir et à cultiver les sensations positives, le plaisir et les sensations positives. C'est la première étape et elle est relativement accessible. Et comme dit Cathy, on a une mémoire qui nous permet en plus de nous rappeler ces sensations quand on en a besoin, hein, de les retrouver. Et si on fait ce petit exercice régulièrement, en fait, ça revient très naturellement. L'odeur de ce gâteau, l'odeur de cette fleur dans le jardin de notre famille, etc. Ça, c'est des choses même qu'on peut retrouver et qui amènent quelque chose de positif et qui va atténuer en fait les émotions et les sensations négatives. Alors maintenant qu'on a commencé par ce... Oui, il procure au minimum, et je dis bien au minimum, de l'apaisement. Oui, bien sûr. Ça peut aller au plaisir, mais au minimum, oh tiens, le ciel est beau aujourd'hui, oh tiens, il y a un cerisier en fleurs, oh tiens, peu importe. Mais c'est tout à fait. Ils sont apaisants. Et si on apprend à prendre le temps de s'arrêter, de les savourer et, comme tu disais, les emmagasiner, ça devient une habitude. Alors après, une fois qu'on est passé par cette étape, dans ce chemin de la sensation, de cultiver les sensations positives, d'être beaucoup plus en contact avec nos sens et de cultiver ces apports positifs et bienveillants, alors la prochaine étape, c'est une étape d'élaboration un petit peu supérieure, hein, qui est très importante, c'est celle des émotions. Alors Cathy, je te laisse expliquer un petit peu comment tu as mis les émotions au service de la résilience. Donc, une fois passé l'étape des sensations, j'ai voulu aller plus loin et je me suis dit que de ces sensations, je pouvais peut-être arriver à cultiver ce que j'ai appelé des petits bonheurs avec un B minuscule mais un S à la fin. Donc, l'idée de base, c'était profiter de ces instants de plaisir, voire se les offrir, même si ce ne sont que des instants, en sachant que, donc là, on est dans quelque chose de plus construit, effectivement, en sachant que ces instants de plaisir vont déclencher des endorphines dans le cerveau. Les endorphines, on les appelle aussi les hormones du plaisir, et ces endorphines vont avoir le pouvoir de court-circuiter les instants de déprime avant qu'elles ne s'installent. Alors, j'ai bien parlé de déprime, pas de dépression. Hein. Dépression, on va voir un médecin. Mais le coup de déprime qu'on ressent tous, on peut le court-circuiter relativement facilement. Donc, pour y arriver, il faut choisir, et alors là, c'est vraiment quelque chose, ce sera différent pour chacun, il faut choisir des plaisirs accessibles immédiatement, dans l'instant. C'est-à-dire qu'il faut que vous les listiez. Il en faut peu au départ, hein. 2, 3, ça suffit, mais des choses qui vont immédiatement, dans les 30 secondes qui suivent, couper court à cet accès de déprime. Alors, ça va dépendre de chacun. Ça peut être écouter une chanson qui vous donne envie de danser, promener le chien, manger une glace. Moi, ce sera plutôt manger du saucisson, mais bon, chacun son truc. Ou voir l'absurde. Moi, quand j'ai démarré, un des trucs les plus efficaces, c'était descendre dans le jardin et chanter aux poules. Donc, rentrer dans le poulailler et chanter aux poules qui se sont mises à faire cote-cote autour de moi.
et qui maintenant sont devenues tellement apprivoisées qu'elles en sont ridicules puisqu'elles viennent se faire caresser. Donc, ces instants de plaisir, il va falloir s'en imprégner, en jouir pleinement, les absorber littéralement par chaque pore de votre peau jusqu'à l'installation de la poussée d'endorphine et à l'installation du bien-être. C'est pour ça que je disais qu'au départ, il ne faut en mobiliser qu'un très petit nombre. Bon, moi, je dirais que le maximum, c'est 5. En plus, avec la répétitivité, j'y suis arrivée, l'intensité du plaisir va augmenter et ses effets vont se prolonger. C'est-à-dire que on va prendre l'exemple de la chanson qui vous donne envie de danser. Vous allez avoir de plus en plus envie de danser. Vous allez oublier que vous êtes complètement ridicule. Et il ne va rester que le plaisir. Pour rendre ça plus concret, je m'étais inventé un outil de la même manière que nous sommes nombreux, hélas, à avoir utilisé la réglette d'intensité de la douleur. Donc, moi, j'avais créé ce que j'avais appelé un indice de bonheur, basé sur le même principe de réglette. Donc, le matin, au réveil, j'ouvre les yeux. Aujourd'hui, mon indice de bonheur, il est à combien ? Il est à 6, c'est parfait, je vais tout mettre en œuvre pour que ça monte, mais de toute façon, si ça ne monte pas, je suis déjà à 6. Il est à 4, il va falloir que j'aille chanter des chansons à mes poules ou autre chose, mais il va falloir que je remonte. Par contre, à titre personnel, quand j'ouvre les yeux et qu'il est égal ou inférieur à 3, c'est une journée grise et il faut aussi savoir l'accepter comme telle. On en reparlera, surtout Karen. La résilience, ça n'est pas un combat, ça n'est pas une lutte, ça n'est pas un effort. Si ça doit vous demander un effort démesuré, c'est de la contre-résilience. En ce qui concerne le plaisir et les émotions positives, je voudrais souligner que les nouvelles technologies nous ouvrent quand même un champ extraordinaire de sources de plaisir. Internet a un côté magique qui vous permet d'assister à des centaines de concerts et d'opéras et de ballets, qui vous guide, qui peut vous faire visiter les plus beaux sites de la planète, qui vous ouvre les portes des plus grands musées du monde, je veux dire, il y en a pour chacun et pour tous les goûts. Donc, pour les cinéphiles, offre un panel de séries et de films qu'on ne peut pas regarder, même en y passant 24 heures par jour. Donc, n'oubliez pas, effectivement, j'ai beaucoup parlé d'aller chercher ces sources de plaisir parce que celles-là, elles seront ancrées en vous et rien ni personne ne pourra vous les enlever une fois développées. Mais n'oubliez pas aussi que vous avez des instruments à votre disposition et je pense qu'Internet offre des possibilités inouïes à ce niveau-là. Merci Cathy. Alors le problème, c'est qu'Internet offre aussi d'immenses possibilités de nourrir son anxiété et sa dépression. Donc, en fait, c'est aussi l'usage qu'on en fait, mais bien sûr que quand on est dans la perspective de la résilience, on essaie d'utiliser ces outils à bon escient. Parce qu'effectivement, la résilience, on verra tout à l'heure, c'est aussi être capable de faire des arbitrages et d'éliminer ce qui est source de difficultés psychiques. Alors, là, on a eu une première partie qui est un peu le début de ce cheminement sur la résilience, qui est basé sur les sensations, sur le plaisir et comment chacun de nos sens, très simplement, peut nourrir positivement notre être et compenser un certain nombre de mal-être, de difficultés, de douleurs. En tout cas, c'est quelque chose qui est à cultiver. Là, on est sur un autre aspect, effectivement, plus élaboré,
Hein, on voit d'ailleurs voilà, qu'on est dans la mise en place de stratégies. On n'est pas simplement dans être à l'écoute de ses sens, être attentif et présent quand on sent un goût, quand on sent un parfum, quand on a une sensation physique. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus élaboré. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place en fait pour aller mieux? Donc d'abord, on était dans le domaine de la sensation. Là, on est bien au niveau de l'émotion. Et même si, Cathy, tu utilises souvent le mot plaisir à la fois pour la sensation et pour l'émotion, en réalité, au niveau de la... parce qu'on le fait hein, communément, le plaisir est beaucoup plus lié au sens, c'est-à-dire aux sensations, alors qu'au niveau des émotions, on est dans la joie. Parce qu'en fait, le plaisir n'est pas une émotion, la joie est une émotion, et en fait, à ce niveau des émotions, ce qu'on va essayer de cultiver, même un petit peu, c'est la joie, les instants de joie. Alors, tu as donné des exemples très personnels, voilà, des choses qui te mettent en joie, comme chanter aux poules. Elles ont l'air d'apprécier d'ailleurs. Ça va rester. En plus, c'est un bénéfice pour elles, donc c'est parfait. Hein. Je dirais que ça rend les autres heureux aussi. Et je dirais qu'être résilient en rendant les autres heureux, c'est parfait. Hein. Alors, en fait, par rapport à cette démarche de comment on met ses émotions au service de la résilience. Alors là, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'apporte du bien-être? Et cultiver ces actes-là, ces activités-là, ces situations-là. Ça peut être peindre, dessiner, ça peut être faire une activité manuelle, ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être passer un moment avec des amis, ça peut être des tas de choses très différentes. Mais en tout cas, ce qui va être important pour porter cette dynamique de résilience, c'est que vous appreniez à multiplier, à cultiver ces moments-là, ces activités-là qui provoquent des émotions positives et notamment de la joie, du bien-être, de pas seulement attendre qu'elles se présentent. Il faut les provoquer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est résilient, on est dans une démarche aussi volontaire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours, enfin en tout cas, n'est pas uniquement spontané. Même si on peut avoir des capacités, il y a une démarche volontaire. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre en place? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans ma vie au quotidien? Qu'est-ce que je vais avoir comme ressources à mobiliser rapidement et qui peut effectivement me faire sortir d'un état de mal-être ou même de souffrance psychique, que ce soit de l'angoisse, que ce soit du désespoir, etc. Effectivement, Cathy, là où tu as raison, et c'est aussi la démarche de résilience, c'est une démarche de prévention, c'est-à-dire que c'est un peu comme la douleur. Si vous attendez trop que la souffrance psychique soit installée, c'est beaucoup plus difficile de la déloger. Donc, en fait, quand on est dans une démarche de résilience, il faut aussi qu'on soit dans la prévention et dans la réactivité et qu'on se dise, je ne veux pas que cet état s'installe et donc, qu'est-ce que je mets en place pour que je sorte un petit peu de cet état et que je me remette dans une dynamique plus positive. Avec une parenthèse, il y a des moments, soit on n'y arrive pas, et d'ailleurs, Cathy, tu l'as dit toi-même, il y a des jours, tu te dis, c'est même pas la peine, j'y arriverai pas. Donc, bien sûr qu'il y a des moments, de toute façon, on n'y arrivera pas. Mais aussi, il y a des moments, on a besoin de vivre la difficulté dans laquelle on est. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais si chacun d'entre nous a expérimenté des moments comme ça, il y a des moments où la détresse nous traverse, le désespoir, l'angoisse, etc. Personne ne les souhaite, mais pourtant, ça fait aussi partie de nos expériences, de notre vie, de ce qui nous rend vivants, de ce qui nous fait avancer, de ce qui nous permet de parfois toucher le fond pour remonter, de ce qui permet de mieux nous connaître. C'est-à-dire qu'effectivement, être dans une démarche de résilience, c'est pas vouloir absolument éviter les difficultés et les souffrances psychiques. C'est inévitable parfois de les ressentir. C'est plutôt un état d'esprit, une démarche volontaire où, là aussi, au niveau de ces émotions, on va essayer de voir ce qui nous apporte un peu de joie, de le mettre en place, de le cultiver et surtout, comme tu le disais Cathy, de le solliciter avant que la détresse psychique soit trop installée. Parce qu'effectivement, si vous attendez trop,
là, vous allez être beaucoup plus en difficulté pour retrouver votre équilibre. Hein. Alors, posez-vous la question de quoi vous avez besoin. On n'a pas tous besoin des mêmes choses pour aller mieux. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin d'être réconfortée? Est-ce que j'ai besoin d'être stimulée? On n'a pas tous les mêmes besoins, hein. C'est très variable en fonction de nos sensibilités, de nos histoires. Et mettez des choses en face. Qu'est-ce que je peux faire? Qui je peux solliciter? Qu'est-ce qui est à m'apporter au quotidien pour répondre à ce besoin et pour aller mieux? Alors, par rapport à comment on cultive les émotions positives dont on peut avoir besoin, je voulais vous proposer un petit exercice. C'est un outil qu'on peut utiliser en méditation. Un petit exercice tout simple qui va vous montrer qu'on a vraiment les ressources en soi à 100% totalement pour, dans beaucoup de cas, nous soigner d'un état de détresse ou de mal-être à un moment donné. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer, c'est très rapide, hein, mais on va essayer de le faire quand même, de se mettre un petit peu dans la bulle. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Vous respirez tranquillement. Vous vous détendez. Vous prenez une grande inspiration et une longue expiration. Encore une fois, une longue inspiration et une longue expiration. Et là, je vais vous demander d'imaginer quelqu'un qui vous prend dans ses bras. Peut-être vous êtes enfant, peut-être vous êtes adolescent, vous êtes adulte, peut-être un membre de la famille, un ami, un être cher, quelqu'un que vous aimez, peut-être un inconnu un jour. Repensez ou pensez ou imaginez quelqu'un vous prend dans ses bras. Vous sentez ce contact, vous sentez ses bras serrés. Comment vous sentez-vous? Vous êtes en sécurité. Cette personne vous serre. Elle vous envoie beaucoup d'amour. Souvenez-vous de ce moment-là. Vous vous sentez aimé. Vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez tellement sensible. Vous avez presque les larmes aux yeux de sentir tout cet amour. Et ça fait tellement de bien. C'est tellement un soulagement. Comme un poids qui vous quitte. Sentez encore cette étreinte. Cette personne vous serre. Et puis, ses bras se desserrent et vous vous éloignez. Gardez cette sensation de cette étreinte, de tout cet amour. Ouvrez les yeux. Alors, on n'est pas dans les meilleures conditions pour faire cette expérience, mais la plupart d'entre vous, vous avez certainement réussi à visualiser ou à retrouver, au moins en partie, les sensations de l'étreinte, de l'amour, du bien-être, de la sécurité, parce que vous avez tout en vous. Ces souvenirs-là, ces pensées-là, cet imaginaire peut-être, personne d'autre que vous là ne l'a apporté. Tout est à l'intérieur.
J'ai juste orienté un petit peu les choses pour que vous alliez retrouver ou que vous trouviez ces sensations ou ces images réconfortantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance où vous vous sentez seul, où vous êtes angoissé, où vous avez peur, peut-être même vous êtes désespéré, vous pouvez retrouver cette étreinte, cet amour, ce sentiment de sécurité, de bien-être. Et quelque chose de magique avec ces émotions et qui sont tellement parfois enfouies, c'est qu'elles sont tellement fortes qu'elles peuvent à elles seules reconstruire toute une réalité et avoir quasiment le bénéfice du moment qui a existé. C'est-à-dire, vous pouvez retrouver autant de bénéfices à vous rappeler cet événement qu'à le vivre. Donc aujourd'hui, par cette petite expérience, dans la recherche des émotions, on va dire, au service de la résilience, vous avez un moyen de vous faire un câlin vous-même en convoquant tout l'amour, la tendresse, toutes ces sensations qui existent, qui ont existé et qui finalement font partie de vous. Voilà pour un outil, en tout cas parmi d'autres, qui peut être cultivé sur le chemin de la résilience. Cathy, je te laisse la parole. D'abord, un grand merci, parce que bon, c'est vrai que ça, c'était la surprise. On l'a préparé, cette conf, mais je ne savais pas quel serait l'exercice. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, n'importe où, n'importe quand, et qui est effectivement chargé de tendresse. Voilà, du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, bon, déjà que mais tu es très résiliente. Tu es très résiliente, Cathy, donc ça marche très, très bien. Déjà que le Covid m'avait provoqué des problèmes de mots, là, c'est la catastrophe. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de recherche, de mise en œuvre, de stockage d'éléments positifs. Le chemin de la résilience, à un moment donné, il passe aussi par la volonté déterminée d'éloigner tout ce qui est source de négativité pour vous. Alors, il y a le réel déjà, hein, le myélome, il est là, les cellules cancéreuses sont là, ça, on ne peut pas, on ne peut rien faire. Mais tout ce sur quoi on peut jouer, il faut l'éliminer. Je pense en particulier aux personnes, évidemment, qui provoquent en nous des émotions ou des sentiments négatifs. Se méfier comme la peste des gens qui arrivent en disant « Ah oui, mais je connais quelqu'un qui… » Alors, je connais quelqu'un qui, merci, au revoir. Hein, ça, soit la personne se tait, soit vous pouvez essayer d'expliquer, je dis bien essayer, parce que ça ne marche pas toujours, que vous dire « Mais écoute, on te connaît, tu as du ressort, tu vas t'en sortir », ça vous donne juste envie de gifler la personne qui le dit. Donc, essayez d'expliquer, mais n'y passez pas plus de temps que ça n'en mérite. Alors, je vais prendre, puisque c'est le rôle qu'on m'a attribué aujourd'hui, un exemple personnel. J'habite dans un village où il y a un seul cabinet d'infirmières avec 4 infirmières, dont une qui, chaque fois qu'elle venait à la maison, me provoquait une mini-déprime de 6 à 24 heures. Suivant si elle arrivait à me piquer du premier coup ou s'il fallait qu'elle s'y reprenne à 4 fois. C'était quelque chose de tellement lourd à porter que j'ai fini par en parler à une des infirmières. Elle ne met plus un pied chez moi. Je vais beaucoup mieux. Depuis, j'en étais arrivée à redouter les passages parce que j'avais peur que ce soit elle et la charge de négativité qui était inhérente à sa personne.
Dans certains cas, c'est pas possible, je pense en particulier à la famille. On peut pas changer de belle-mère. Bon, la famille, elle est là. Je vois Laurent hocher la tête. Bon, il y en a qui ont des belles-mères charmantes, hein, mais on ne peut pas changer les membres de sa famille. Soit les rapports sont tellement négatifs et conflictuels que parfois il vaut mieux couper les ponts, soit le plus facile, mais ça ne vient que peu à peu, c'est de faire le dos rond et de laisser glisser, de ne pas se laisser entraîner dans des discussions, de ne pas le ressasser, parce que autant les émotions positives, il faut les stocker, les emmagasiner, les mettre au congélateur, autant les incidents négatifs, les émotions négatives, les remarques négatives, non, il faut qu'elle quitte la maison. Alors non seulement votre esprit, mais moi je dis qu'elle quitte la maison le plus vite possible. On en revient à ce que disait Karen tout à l'heure. Il existe aussi, par la magie d'Internet, de nombreux vecteurs de négativité indirecte. Les personnes, c'est direct, là, c'est indirect. Bon, BFM Télé toute la journée, c'est de l'anti-résilience, hein, c'est même pas la peine d'essayer. Les réseaux sociaux. BFM TV, je me souviens, au début du Covid, un jour où j'étais en hôpital de jour, un patient l'avait mis, on l'avait en bruit de fond, et à force d'entendre répéter toutes les 20 minutes, qu'il y avait 99 morts ce jour-là, à la fin de la journée, j'avais l'impression qu'il y en avait 9900. Donc, c'est vrai qu'il y a un effet cumulatif d'ondes négatives. Les réseaux sociaux, pas tant au niveau des contenus que des commentaires, peuvent être aussi très destructeurs et donc très chargés. Et surtout, bon, on en parlait tout à l'heure dans un webinaire avec Laurent, les forums des magazines féminins, à fuir comme la peste. Parce qu'alors là, je connais quelqu'un qui, on rentre directement dans, le plus souvent en plus, dans un tissu d'ânerie où c'est un concours à celui qui dira la plus grosse bêtise. Rapidement, parce que c'est pas du tout le thème de cette webconférence, je voudrais évoquer un sujet plus difficile parce qu'il a été très très important pour moi dans l'avancée sur ce chemin, c'est la désignation de la personne de confiance et les directives anticipées. Pour beaucoup de gens, moi quand je m'y suis mise, on m'a dit « Ah mais c'est macabre, t'es complètement folle, ça ne suffit pas d'avoir un concert, t'en rajoutes. » Non, pas du tout. Le fait d'avoir pris le temps, d'avoir fait face à ce problème, de l'avoir regardé en face, de l'avoir traité, ça équivaut en quelque sorte à l'avoir réglé. Le cancer, on ne peut pas le régler. Il y a certaines données matérielles qu'on peut régler. Et finalement, ça libère une partie de la charge négative liée à la fin de vie parce que d'objets, vous passez à sujet maîtrisant. Vous avez rédigé, vous avez choisi, c'est fait, et après, c'est parti, une fois que tout avait été acté, comme on dit aujourd'hui, c'est parti dans un tiroir, ma personne de confiance sait où c'est rangé, ma personne de confiance, je l'ai présentée à mon hémato, c'est terminé. Elle les ressortira le jour où il faudra, je n'y pense plus jamais, en dehors d'aujourd'hui où je vous en parle, c'est fait. Donc, au niveau de la libération, c'est en fait se libérer d'une charge mentale qui a un poids énorme parce qu'on a l'impression de subir totalement et de redevenir, dans une certaine mesure, acteur de sa fin de vie.
Je voudrais dire un mot, et ça va compléter l'exercice que Karen nous a fait faire, sur les apports extraordinaires. Bon, j'ai la chance, dans le service d'hémato où je suis suivie, qu'ils développent ça, de l'auto-hypnose. Donc, si vous avez la possibilité de suivre une formation à l'auto-hypnose, bon, moi, ça m'a fait faire littéralement un bond sur le chemin de la résilience. D'une part, parce que cette création de ce qu'ils appellent le lieu sécure, c'est un refuge où on peut, là aussi, on revient sur la notion d'immédiateté qui est capitale, où on peut se réfugier instantanément. Et surtout, on a une autonomie, parce qu'aller chez le psychologue une fois par semaine ou une fois par mois, c'est un déplacement, et puis c'est pas toujours au moment où on en ressent le besoin. Là, j'en ai besoin, je sais, on m'a appris, je sais maintenant le faire toute seule. J'en profite rapidement, notre page de publicité, pour annoncer qu'on organisera en septembre une webconférence consacrée à l'auto-hypnose. Et je laisse Merci Karen. Cathy. Bien, bien. Alors, merci Cathy. Alors, on avance un peu plus sur ce chemin de la résilience. Il nous reste un quart d'heure, un peu plus Oui. d'un quart d'heure. Hein. Oui, ben on arrive. Et puis j'ai quelques remarques. J'ai plus des remarques que des questions. On va répondre aux questions. Juste, effectivement, après, comment on met nos sensations au service de la résilience? On l'a vu, nos sens, etc. Comment on met nos émotions au service de la résilience, comment on les cultive, comment on cherche des moments de joie, des activités qui nous font du bien, comment on se sécurise, on s'amène soi-même éventuellement de l'amour par la réactualisation en fait de choses vécues et qui existent. Là, en fait, tu nous parles, Cathy, de comment on met nos choix, nos pensées, nos réflexions au service de la résilience. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'une démarche volontaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je décide d'éloigner? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je privilégie? Qu'est-ce que j'organise? Qu'est-ce que j'anticipe pour me sentir mieux et mieux vivre avec la maladie notamment? Ça fait tout à fait partie de la résilience, c'est essentiel. Et dans la résilience, il y a la dimension de la compréhension. Être résilient, c'est comprendre aussi de quoi on a besoin et pourquoi on ne va pas bien. Hein, parfois, on peut se faire aider dans cette compréhension. C'est décider, acter, tu as raison, le chemin de la résilience, c'est aussi exprimer son libre arbitre. C'est faire des choix et prendre des décisions pour pas avoir le sentiment de tout subir. On subit déjà beaucoup de choses. Et pour se sentir mieux, pour se sentir plus à l'équilibre, il va falloir qu'on ait le sentiment et qu'on mette tout en place, qu'on a des marges de manœuvre, qu'on exprime notre liberté, notre libre arbitre, qu'on fait des choix, qu'on reprend la main sur la situation. Se faire aider, ça fait aussi partie des choix qu'on peut faire pour aller mieux et prendre ce chemin de la résilience. Alors, pour vous donner des exemples, tu en as donné, Cathy, mais par exemple, j'ai peur de souffrir et je vis avec cette peur et ça me trotte dans la tête et je me réveille la nuit et j'ai tellement peur de souffrir et de la fin de vie et des conditions, et de la dégradation, et de la douleur, et ça régulièrement j'y pense, et ça m'angoisse, et je me sens seule avec cette idée. Bien sûr que ça peut nous inquiéter et nous faire peur, mais on a aussi des moyens d'y répondre et de vous apporter toutes les garanties. Mais du coup, ça veut dire quoi? J'en parle au médecin, je rédige mes directives anticipées pour que mes choix soient préservés, je me renseigne sur les soins palliatifs. Ça ne fait pas mourir, en fait, de s'organiser, de se renseigner et d'écrire. Ça ne fait mourir personne. Par contre, vous serez rassuré sur ce qu'on pourra faire pour vous le cas échéant ou le moment venu. Et je peux vous assurer que ça, déjà, ça soulage d'une bonne partie de cette angoisse. Par exemple, je n'ai pas confiance en mon traitement, je n'ai pas confiance dans l'équipe, j'ai des doutes sur ce qu'on me propose. Et donc, je suis inquiet. Et donc, j'y vais à reculons. Et j'ai mes relations avec mes professionnels de santé qui se dégradent. Et du coup, je suis de mauvais poil. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'en parle au médecin. Éventuellement, je demande un deuxième avis. Je mets toutes les chances de mon côté pour me garantir que le choix qu'on me propose, il est le plus adapté. Et là, vous verrez que vous serez soulagé.
pareil, je me sens vraiment mal, je me sens complètement débordée, dépassée, je ne vois pas de solution, eh bien, je me fais aider. Je vais vers les associations, vers le psychologue, c'est-à-dire je mets en place des moyens pour me sentir mieux. Donc, le chemin de la résilience, c'est aussi les choix que je fais d'éloigner le négatif autant que possible, d'organiser ma vie, de faire les choix, d'anticiper, de me positionner, de communiquer pour reprendre le contrôle d'une partie de cette existence, avoir le sentiment que j'ai mon mot à dire, que je reprends le contrôle de quelque chose. Et du coup, à travers cette action, la résilience, c'est aussi acter des choses, c'est aussi décider et choisir des choses. Donc effectivement, ça c'est le troisième niveau d'élaboration sur ce chemin de la résilience, c'est mes pensées, mes choix, mes actes, comment je les organise, comment je me positionne pour éloigner le négatif et mettre toutes les chances de mon côté de cultiver en fait un environnement, des perspectives, des garanties qui vont me rassurer, qui vont sécuriser mon parcours et qui vont me permettre de me sentir mieux au quotidien. Alors, il y avait des questions en fait, Laurent ? Alors, il y a pas mal de remarques plus que des questions. Chacun apporte sa propre définition de la résilience, en fait. Il y avait une question qui a été posée au préalable et puis qui a été reprise un peu par une autre personne aussi. Il y avait la question, c'est naît-on avec un capital résilience ou alors est-ce une notion à acquérir, à travailler? Est-ce que c'est quelque chose de, je dirais, de génétique ou quelque chose qu'on acquiert, les capacités de résilience? Et il y avait, voilà. J'ai envie de dire les deux, mon général, si c'est pas 3, 4. Pour répondre d'abord à cette question, autant vous dire qu'on n'a pas la réponse, mais que on dira sur le travail qui a déjà été fait sur ces notions-là, il y a plusieurs dimensions, c'est-à-dire que la résilience, c'est une notion complexe, et en fait, a priori, on a des dispositions différentes, des tempéraments différents, on le voit déjà chez les bébés, on le voit dans le fonctionnement du cerveau, notamment par rapport à certaines émotions. On le voit dans l'empathie, c'est-à-dire très jeune, on voit des enfants, quand on fait des IRM et tout ça, qui ont des parties du cerveau qui sont liées à l'empathie, qui vont être plus présentes, qui vont être plus actives que chez d'autres enfants. Évidemment que ces dispositions différentes, est-ce qu'on est plus stressé, plus anxieux? Là, il y a des déséquilibres hormonaux, il y a la génétique, enfin, il y a encore plein de mystères. On a des dispositions et on a des tempéraments différents. Et donc, la résilience étant, on va dire, une problématique complexe, mais à une dimension, on va dire, physiologique et psychologique, il y a une dimension, on va dire, probablement innée, en tout cas, qui est liée à des caractéristiques qui nous sont personnelles et qu'on a au départ, qu'on ne pourra pas réellement dissocier du reste, c'est-à-dire de l'aspect éducatif, c'est-à-dire comment on a été éduqué, qu'est-ce qu'on nous a renvoyé comme image, est-ce qu'on nous a donné confiance en nous, est-ce qu'on nous a aimés, voilà, et ça, c'est des choses qui vont nous rendre plus aptes à être résilients, notamment la confiance en soi, l'autonomie, tout ça, c'est des choses qui vont nous aider et qui vont nous rendre plus résilients par la suite. Il y a aussi la vie elle-même, les épreuves, ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que le fait d'avoir vécu des épreuves qu'on a réussi à dépasser va renforcer notre résilience. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va se renforcer, on va apprendre. Et donc, bien sûr, la résilience, et ensuite, il y a ce qu'on va développer, on l'a vu ensemble, c'est une démarche volontaire. Il y a ensuite, par rapport à ces dispositions, à cette éducation, à cet héritage de notre histoire et aux événements de vie auxquels on s'est plus ou moins adapté, il va y avoir la démarche volontaire, les outils qu'on va mettre en place pour renforcer cette dynamique de résilience. Donc, je dirais que toutes ces dimensions-là existent dans la résilience. Tout à fait, oui. Et c'est pas, voilà, tout à fait. Et alors, d'ailleurs, il y a pas mal de remarques qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qui me vient à l'esprit, d'ailleurs, en lisant toutes ces remarques, c'est que souvent, avant d'avoir vécu l'expérience traumatisante, quelle qu'elle soit, on n'a pas forcément en tête nos capacités de résilience, quoi. Et absolument. Je pense qu'on les découvre. Bien sûr, en absolument. Le vivant, et peut-être qu'on les construit et qu'on les améliore, peut-être, oui. Ou qu'on les construit. Voilà. Absolument. C'est-à-dire qu'on on peut pas les connaître a priori. Oui, oui, on peut pas les connaître a priori, et que c'est effectivement face à l'épreuve et parfois à l'adversité que on se rend compte de comment on se positionne. On va pas être les seuls à être déterminants dans ce processus. Les autres aussi vont jouer un rôle important. Mais effectivement, c'est difficile de savoir avant comment ça va se passer pour nous. Et d'ailleurs,
on a tous dit avant d'être confrontés à certaines situations, je ne ferai jamais ça, ça je réagirai comme ça je ne me laisserai pas faire, ça je ne serai pas capable. Et puis finalement, je crois que nous-mêmes, on se surprend pas mal au courant de notre existence. Parfois, on est un peu déçu par rapport à nos ambitions, parfois on a de bonnes surprises, mais effectivement, c'est confronté aux événements qu'on sait à peu près comment on peut mobiliser nos ressources. Bien sûr. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ce que disait Cathy, notamment sur le fait de se construire, accumuler les petits bonheurs pour les jours off. Et c'est cette formule-là. Il faut apprendre à se connaître soi-même avec les hauts et les bas. Le plaisir de se faire une petite beauté, le plaisir de cuisiner. Bien sûr. Voilà. Petit bonheur, personnellement, que je dirais rituel. Je dis plutôt rituel. Je ne pense pas que ce soit différent. Voilà. Donc, entre les rituels, les petits rituels de bonheur, quoi, ouais, pour quelqu'un. Alors, par rapport à ce qu'on disait sur ce qui était acquis ou inné, il y avait une personne qui disait « Ceux qui ont un caractère normalement optimiste sont favorisés, car la recherche du bonheur va de soi. » Voilà, ça c'est… Je ne pense pas, pour avoir un caractère… C'est une remarque de personne. Voilà, qui dit c'est ceux qui ont un caractère normalement optimiste sont favorisés. D'accord. Pour être naturellement optimiste, je pense pas. Par rapport au myélome, il a vraiment fallu, c'est ce que je disais au début, que j'aille la chercher très 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 loin, la résilience. Parce que mon optimisme fondamental. Surtout que, si vous voulez, dans l'optimisme, il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir du déni, il peut y avoir de la légèreté, de l'inconscience, il peut y avoir… Si vous voulez, c'est pas forcément… Une vision positive. Tout à fait éclairé. Enfin, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas forcément efficace face à l'adversité. Il vaut mieux, de manière générale, se sentir dans cet état-là. Ça, là-dessus, je dis pas. Mais dans le processus de résilience, que les optimistes soient favorisés, si cet optimisme est le produit de capacité d'adaptation, de capacité à vivre certaines expériences difficiles en ayant un point de vue constructif et positif, si c'est des capacités à solliciter des ressources, si c'est une confiance en soi et en ses capacités et en celles des autres et en la vie en général, on va dire que ça va nourrir la résilience. Mais comme le dit Cathy, malheureusement, vu l'intensité de certaines épreuves, on n'a pas l'impression que l'optimisme suffise toujours. Plus que l'optimisme, moi j'ai envie de dire une capacité à accepter, c'est-à-dire que l'acceptation est un élément essentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est dans la résistance et qu'on refuse, on ne va pas pouvoir résilier. Donc il y a une part d'acceptation presque philosophique d'un certain nombre de choses de l'existence, plus que d'optimisme. Et quand même, la capacité, c'est d'ailleurs une des descriptions de la résilience, une capacité à avoir un certain regard, un certain point de vue sur les choses et les événements. Quand on dit voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est un peu ça. On va dire quand même, c'est quand même cette capacité, et parfois ça peut avoir avec l'optimisme, mais parfois plus avec une forme de philosophie de vie. C'est cette capacité d'avoir un regard particulier sur les événements, un regard dans lequel on va pouvoir projeter, dans lequel on va pouvoir identifier des ressources, dans lequel on va pouvoir s'ouvrir à des aides. Voilà, c'est ce regard-là. Mais je dirais que ce regard-là, en fait, il va être nourri aussi par les épreuves qu'on aura traversées et par aussi les gens qu'on rencontrera à l'occasion de ces épreuves. Donc, l'optimisme, c'est bien, mais je dirais que ça dépend de quoi il est fait. Et en tout cas, il ne va pas suffire. La plupart du temps, il ne va pas suffire. Il y a pas mal de remarques pour aller dans ton sens, et tu l'as employé ce mot-là, je crois, dans ce que tu viens de dire, il me semble, le mot acceptation. Voilà, l'importance de l'acceptation. C'est le point de départ. Voilà, ça a été pas mal repris. Et là, il y a quelqu'un qui vient juste de poser une question compliquée juste à la fin. Mais c'est est-ce qu'il est plus facile d'être résilient sur un traumatisme qui vient de l'extérieur, deuil ou autre, que sur une maladie qui nous arrive à nous-mêmes? Est-ce qu'il est plus facile d'être résilient sur quelque chose d'externe que quelque chose d'interne qui nous arrive à soi-même? Alors moi, je suis pas certaine que ce soit l'interne ou l'externe qui soit déterminant. C'est plus que dans le myélome, c'est une épreuve qui ne se termine pas.
c'est une épreuve avec laquelle on vit. C'est-à-dire que dans la notion de traumatisme, on a un événement traumatique. C'est-à-dire qu'il y a, alors évidemment, après on vit avec l'absence quand on a perdu quelqu'un, mais il y a la perte, ça c'est l'événement traumatique, le deuil, etc. Donc évidemment, on vit avec l'absence, ça c'est vrai. Mais l'événement traumatique, il est identifié. Vous avez subi une agression, vous étiez petit, il y a un événement qui est clairement identifié. Alors, même s'il vous suit aujourd'hui et qui vous empêche de vivre normalement, il n'est plus d'actualité. Alors, en fait, avec le myélome, la particularité, et je pense que c'est plus ça la particularité, et ce serait vrai de quelque chose d'extérieur qui ne se terminerait pas, c'est qu'on est soumis, en fait, à une forme d'adversité, un niveau d'incertitude, des aléas, on a affaire à quelque chose, en fait, avec lequel on vit. Quelque chose qui n'a pas un début et une fin, si ce n'est avec notre propre fin, en l'occurrence. Mais si vous voulez, du coup, c'est ça, à mon avis, qui est très particulier dans l'expérience de devoir être résilient face au myélome, c'est-à-dire finalement à une forme de difficulté, de quelque chose qui nous déstabilise, qui peut nous impacter physiquement et psychiquement, qui génère de l'incertitude, mais je dirais avec lequel on vit, c'est-à-dire qu'on doit construire la résilience en vivant avec la source de la difficulté et du traumatisme. Toujours, tout à fait. Et dans les... Ouais, tout à fait. Et dans les remarques, je vais pas les citer, mais il y a pas mal de remarques où les gens se sont retrouvés dans ce qu'a dit Cathy sur éviter tout ce qui nous apporte du négatif, voilà, éviter les gens qui nous plombent, le côté il faut que tu sois combattant, etc. Tout ce que tu as dit, Cathy, sur ce domaine-là a pas mal parlé à pas mal de gens, et chacun avec sa petite formule, parfois virulente, mais qui fait du bien, quoi. Et juste, je vais oublier. Je vais dire un petit mot là-dessus. Ouais. Moi, j'envoie un message de bienveillance et d'amour au pire d'entre nous. D'ailleurs, dans tous ceux qui sont là, je ne suis pas sûre qu'on soit tous des bisounours. Je ne suis pas sûre qu'aucun d'entre nous n'ait jamais été désagréable. D'ailleurs, parmi nous, il y a des beaux-pères et des belles-mères qui sont peut-être perçus comme des sorciers, des sorcières, des monstres. Pas possible. Il y a certainement des gens sur cette terre, chacun, nous sommes 126, autant je pense qu'aucun d'entre nous n'est épargné par une pensée qu'on a des défauts, qu'on est insupportable, qu'il faut nous éviter, à part ceux qui seraient des saints ou qui auraient, je ne sais pas, des particularités non humaines. Donc, moi, si vous voulez, j'envoie un message d'amour, de bienveillance à chacun d'entre nous, même les pires, même les plus insupportables, malade ou pas, parce qu'en fait, dans la démarche de résilience, il y a quand même un fondamental, au-delà de l'acceptation, c'est la bienveillance. D'abord vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Si vous êtes en colère, vous allez avoir beaucoup plus de mal à avancer dans la résilience. Alors, prendre des décisions dans votre intérêt et dans l'intérêt de votre équilibre, c'est-à-dire ne pas fréquenter des gens qui sont source de difficultés ou que vous ne supportez pas, bien sûr. Maintenant, je vous invite à ne pas les détester. C'est beaucoup d'énergie négative pour rien, d'accord ? Ne soyez pas en colère. On a des tas de raisons d'être en colère parce que contre le myélome, le corps médical, les effets secondaires, les gens qui nous disent n'importe quoi et certains qui ont des bons sentiments, certains par maladresse, pas par malveillance. On a des tas de sources de colère, de choses insupportables, irritables, etc. Mais nous sommes nous-mêmes des sources d'irritation, de stress, de colère et d'insatisfaction, où on l'a été, où on le sera. Et donc, même si tout ça existe et qu'on peut le déplorer, moi, je vous dis que sur ce chemin de la résilience, essayez de cultiver aussi de la distance par rapport à ça, de la bienveillance et éloigner autant que possible la colère. La colère, elle est un frein à la résilience. Donc, déjà, c'est un petit mot que je voulais dire, et notamment vis-à-vis de tous ceux qui nous agacent et qui nous insupportent, et aussi vis-à-vis de tous ceux que nous insupportons et que nous agaçons. Voilà. Il y a une question auquel je ne vais pas répondre, c'est notamment quand Cathy, parce qu'on n'aura pas le temps, mais une question essentielle, quand Cathy a parlé de la fin de vie, je pense que c'est un sujet, Cathy et moi, qu'on a envie aussi d'aborder d'une manière beaucoup plus longue, parce que justement, juste rebondir sur ce que disait Cathy sur le fait d'agir, en fait, être acteur pour sa fin de vie, en fait, c'est simplement continuer d'être acteur dans sa vie, quoi, être acteur de sa vie. Mais bien sûr.
Et donc, bien sûr. et là, la question, voilà, la question était, je vais pas la reprendre, mais voilà, on n'aurait pas le temps de la traiter là, mais c'est un sujet, je renverrai un petit mot à la personne, mais c'est un sujet qu'il faut absolument qu'on traite parce que c'est pas quelque chose de négatif et comme le disait Cathy. Oui, bien sûr. Alors, moi, je lis là un peu en diagonale des choses sur l'acceptation. Certains me disent que l'acceptation, c'est pas la résignation. Certains me disent l'acceptation, pour moi, c'est un peu la mort. J'ai besoin d'être dans le combat. Entendons-nous bien. D'ailleurs, Cathy en a témoigné. Je vous le redis. L'acceptation, c'est pas la résignation. L'acceptation, c'est pas attendre l'inéluctable passivement. L'acceptation, c'est à un moment donné acter que des choses existent contre lesquelles on ne peut rien. Par contre, on reste actif, on reste maître de sa vie sur les marges de manœuvre que l'on a. Et on en a beaucoup. Accepter, c'est pas décider de subir. Pas du tout. C'est pas ça l'acceptation. L'acceptation telle qu'on l'entend, c'est juste faire la part entre ceux qu'on est bien obligé d'accepter parce qu'on n'y peut rien. D'accord? Donc, on va peut-être préserver notre énergie pour investir des champs de plaisir, des champs de joie, des champs de développement personnel, des champs d'organisation, de maîtrise, de libre arbitre, des champs de liberté, des petites marches, là où on peut les avoir. C'est juste ça. C'est investir notre énergie où elle va nous apporter quelque chose. Hein. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être résigné, ni de je sais pas quoi. Hein. L'acceptation, c'est pas la résignation. Et quand j'entends, enfin, je lis la personne qui dit, moi, j'ai besoin de me battre. Alors, chacun a besoin, enfin, des besoins différents et on doit aussi répondre à ses besoins. Rappelons aussi que être dans une dynamique de combat, c'est aussi parfois s'épuiser. Il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut être dans une dynamique active. Mais à un moment donné, c'est pas que la guerre. C'est aussi vivre avec. Hein, c'est un peu dans les arts martiaux, c'est l'aïkido. Hein, je ne porte pas comme au karaté un coup à mon adversaire, j'utilise l'énergie de mon adversaire, donc le myélome en l'occurrence, et un certain nombre de limites qui s'imposent à ma qualité de vie, pour emmener tout ça vers une vie qui vaille la peine d'être vécue. Voilà. Mais effectivement, avec le principe de réalité, qu'il y a des choses qui existent, et qu'il faut faire avec. Parce que sinon, ça nous épuise et on est condamné à l'impuissance et à la déception. Hein, donc, c'est l'acceptation, vraiment, il ne faut pas le voir comme arrêter d'agir ou se résigner. Pas du tout. Hein, c'est mettre son énergie au bon endroit. Et voilà. Dans les commentaires, d'ailleurs, juste pour rebondir, et puis on va arriver à la conclusion, hein, sur ce que tu disais, agir, le fait d'agir, de créer, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement. C'est-à-dire dans l'acceptation, on peut continuer à être, à créer, à agir, à créer en travers de ce qu'on fait, chanter avec les poules, peindre, écrire. Mais bien sûr, mais je dirais que l'acceptation même permet d'avancer. Tout à fait. Parce qu'on ne se crispe pas sur c'est injuste, pourquoi c'est moi, c'est pas possible, c'est pas acceptable. C'est comme ça. Où sont mes marges de manœuvre et je vais avancer. C'est même un certain niveau d'acceptation et notamment de manière générale de notre finitude qui nous permet d'accéder à un certain niveau d'équilibre et de bien-être. Bien sûr. Ouais. Je voudrais rapidement, on est un peu à la bourre, très très rapidement évoquer le problème de ce qu'on avait appelé les fausses pistes. Parce que les gens qui vont essayer de s'engager sur ce chemin vont inévitablement, à un moment donné, en emprunter. Hein, je l'ai fait aussi. Donc, rapidement, quelques exemples. Il y a souvent des gens dont on dit « Oh, mais oui, lui, il vit tout le temps dans le passé, il n'y arrivera jamais. » Pour nous, le piège, c'est plutôt oh oui, mais il vit tout le temps dans le futur, c'est-à-dire ce futur où c'est la phrase idiote je voudrais vivre en théorie parce qu'en théorie tout va bien. Oui, bah on vit pas en théorie, on vit ici et maintenant. Donc personnellement, j'ai pris conscience du problème. À un moment, on en avait d'ailleurs parlé avec Karen, où je me suis rendu compte que au moins 3 fois par semaine, je tenais des propos qui démarraient par « quand j'irai mieux ».
Et c'était quelque chose de récurrent. Et on revient à l'acceptation. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que tu arrêtes. Ça fait 2 ans que tu dis ça va pas mieux. Donc, il faut changer de braquet, comme disent les cyclistes. Il y a aussi se forcer, soit pour faire plaisir, soit par culpabilité vis-à-vis des proches, peu importe de qui. En fait, ça part d'un bon principe, mais si ça demande trop d'efforts, en fait, non seulement on ne va pas faire plaisir à l'autre, ce qui était le but initial, mais on en revient toujours au problème qu'on va auto-dévorer l'énergie qu'on pourrait consacrer à d'autres choses. Et il vaut peut-être mieux se dire que cette personne, le fait d'arriver un jour où elle va nous trouver avec un grand sourire et comme le disait quelqu'un, pomponné, maquillé, ce sera peut-être beaucoup plus efficace. Donc, alors, je vais compléter si tu veux bien, Cathy. Oui. Avec la notion, puisque tu viens de dire, pas forcément se forcer par rapport aux autres, pas forcément attendre que ça aille mieux pour mettre des choses en place. Il faut aussi se sentir bien maintenant, même avec les limites qu'on a. Et le troisième aspect qu'on avait évoqué ensemble, c'est avoir le moral. On l'a déjà évoqué. C'est un diktat, voilà, c'est une injonction. Ben non, on ne peut pas avoir le moral tout le temps. Et donc, acceptons à certains moments de ne pas avoir le moral et essayer de se pousser constamment à se dire, il faut que j'ai le moral, c'est important, et pas dire qu'on ne l'a pas et pas s'autoriser à ne pas l'avoir. Ce n'est pas une solution non plus. Être résilient, c'est aussi accepter les moments de moins bien, les moments de doute, les moments où moralement ça ne va pas. Voilà, c'est accepter ses limites. Donc, je le redis, avoir le moral, voilà, cette espèce de diktat, là, faut arrêter avec ça, cette tyrannie, là, voilà. Quand on l'a, c'est bien, on l'a pas, bah, voilà, on essaie de mettre des choses en place, mais on accepte aussi qu'à certains moments, ça aille pas bien. On va conclure cette webconférence, hein, Laurent? Oui, tout à fait. Moi, je vais juste vous remercier parce qu'il y a des gens qui ont sûrement prévu des choses. Puisque j'ai encore la parole, je vais juste être la première à vous remercier et à vous encourager tous et toutes avec vos besoins à vous, votre chemin personnel et vos moyens d'avancer sur cette voie-là. Mais on est tous capables d'avancer sur cette voie-là. Mais de vous rappeler aussi que sur cette voie de la résilience, vous pouvez aussi être aidé et que la résilience, ça ne se fait pas tout seul. Et d'ailleurs, Cyrunique parle, et ça parlera à certains d'entre vous qui animent le MOOC, des tuteurs de la résilience, c'est exactement les termes qu'il emploie. Les tuteurs de la résilience, c'est parfois des amis, de la famille, des professionnels de santé. Ils font aussi partie de ce processus. Ne soyez pas enfermés en pensant que vous devez y arriver tout seul, etc. Les autres peuvent participer à ce processus. Nous, en tout cas, professionnels de santé et notamment psychologues, on est là aussi pour ça. Et comme je vous le disais en commençant cette webconférence, au cœur de ma mission d'accompagnement, il y a justement vous aider à identifier et à mobiliser vos ressources pour aller et avancer sur ce chemin de la résilience. Donc là aussi, n'excluez pas d'en parler, de solliciter les autres et notamment les associations ou les professionnels pour avancer encore mieux et encore plus vite sur ce chemin-là. Voilà, je vous remercie. Cathy, quelques mots ? Oui, d'abord, merci à tous ceux qui sont venus et qui sont restés. J'espère que l'angle que nous avons choisi vous aura enrichi autant que ça m'a enrichi de le préparer. J'espère vous avoir convaincu que tout le monde peut, entre guillemets, y arriver, et donc, exceptionnellement, je vais être très brève, je n'ai qu'une courte phrase, faites-vous plaisir, et en mettant un S à plaisir. Merci Cathy. Il y a juste moi pour conclure, il y a quelqu'un dans les dernières questions, dans les dernières remarques, elle disait que aussi parfois, et c'est vrai, que dans les équipes médicales, avec les soignants, on peut avoir aussi des moments de plaisir, de joie, et aussi eux participent parfois à cette résilience et à nous apporter du bien-être. Là, c'était l'équipe de Lyon qui était saluée par cette personne, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi sur toute la France. Voilà, on était. Oui, j'en profite en remerciant tous mes collègues.
Ouais, tout à fait, ouais. Et voilà, donc là, on a été plus entre 125, 130 tout au long de la web conférence. Donc, je pense que tout le monde est resté. Cathy, tu as fait fuir personne, ni Karen, ni moi. Donc, merci à tous d'avoir participé. On se retrouvera pour une nouvelle web conférence. Hein. J'en profite pour donner des nouvelles à ceux qui sont là, qui participent au MOOC. Exceptionnellement, il n'y aura pas de MOOC en mai, mais il y aura un nouveau MOOC en octobre, hein, qui va prendre, qui est en train de prendre forme, là, avec dans des esprits très créatifs. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Et donc, et de toute façon, bah, la F3M, on reste toujours disponible. Hein. Il y a les mails, il y a les téléphones, et puis voilà, l'équipe de tuteurs, de bénévoles est toujours là. Donc, merci à vous de cette participation, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir.